Je suis professeur d'histoire politique au Balliol College à l'Université d'Oxford et je travaille depuis une trentaine d'années sur l'histoire politique, intellectuelle et culturelle de la France. J'ai écrit des livres, entre autres, sur la tradition républicaine, sur Napoléon Bonaparte, sur Charles de Gaulle. Et donc, cela m'a naturellement amené à m'intéresser aux grandes figures de l'histoire coloniale, parce que c'était un sujet que je n'avais pas encore traité jusqu'à présent. Et lorsqu'on s'intéresse à l'histoire coloniale de la France, il y a une figure, enfin, il y a beaucoup de figures intéressantes et importantes, mais celle qui m'a immédiatement fasciné, c'est cette figure de Toussaint Louverture, le héros de la révolte des esclaves à Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle. Et une fois que j'ai commencé à me pencher sur les sources possibles, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'archives sur lui, dont un certain nombre n'avaient pas encore été exploitées. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi cette figure pour mon dernier ouvrage. Alors, sa personnalité est remarquable. C'est quelqu'un qui travaille de manière ardente tout le temps. Il ne dormait que quelques heures par jour. Il avait une capacité de travail absolument prodigieuse. C'est ce que racontent tous ceux qui faisaient partie de son entourage. C'était quelqu'un de très déterminé, c'était quelqu'un de très courageux. On le voit lorsqu'on lit ses exploits sur les champs de bataille. Et ce qu'on réalise lorsqu'on regarde sa vie dans son intégralité, c'est que c'est aussi quelqu'un qui avait de très grands principes. C'était un homme de principe. Et il a vécu pendant une période où c'était très difficile parfois d'être fidèle à ses principes. Et pour Toussaint Louverture, les principes étaient très importants, les principes politiques, et nous allons revenir sur cela dans cet entretien, mais aussi des principes sociaux, culturels, religieux. Par exemple, Toussaint était un fervent catholique et il l'est resté pendant toute sa vie, malgré le fait que ce n'était pas toujours facile dans la culture révolutionnaire des années 1790 de se déclarer ou d'afficher son culte religieux. Parfois, cela lui a posé des problèmes avec certains administrateurs français qui étaient plutôt anticléricaux, mais Toussaint est toujours resté fidèle à ses grands principes. Alors, parmi les découvertes que j'ai faites pour le livre, c'est la richesse et la diversité, disons, intellectuelle et politique de la pensée de Toussaint Louverture. Lorsqu'on écrit sur lui en France, et cela reste vrai jusqu'à nos jours, on a tendance à voir en lui, enfin ceux qui écrivent sur lui de manière positive, il y a aussi une légende noire que je n'ai pas abordée, bien entendu, mais même ceux qui l'admirent et l'encensent parle de lui comme d'un disciple très fidèle de la tradition républicaine française. C'est un disciple du républicanisme en quelque sorte. Et c'est cette image-là qui est encore colportée jusqu'à nos jours. Et c'est une image qui est en partie vraie parce qu'il est indéniable que Toussaint s'est inspiré des idéaux des Lumières françaises et il a lu entre autres les ouvrages de Rousseau, de Montesquieu, de Raynal bien entendu, de l'abbé Raynal qui parlait de l'abolition de l'esclavage. Donc il y a un côté républicain français chez lui qui est important. Mais ce que j'ai découvert dans le livre, c'est que Toussaint était quelqu'un aussi qui s'est inspiré de plusieurs autres traditions. Sa formation intellectuelle est, je dirais, aussi riche que diverse. Il apprend la langue Hué-Fon et la culture politique, militaire et scientifique du peuple Alada,
de son père, qui était un ancien grand notable du royaume. Le royaume Alada, il faut le dire, c'est aujourd'hui c'est au Bénin, dans le centre de l'Afrique. Donc, il y a un côté africain chez lui qui reste important et il reste fidèle à ces traditions-là. Et ce qui est important aussi lorsqu'on réfléchit à Toussaint Louverture, c'est qu'il a aussi un côté caribéen, antillais. De son pays natal, il absorbe des éléments de religion naturelle, le vaudou par exemple, et aussi le culte catholique dont je viens de parler, à laquelle il reste fidèle jusqu'à la fin. Et aussi ce qui m'a beaucoup frappé chez lui, c'est qu'il est aussi quelqu'un qui s'inspire de la tradition des esclaves rebelles de Saint-Domingue. C'est-à-dire que Saint-Domingue avait été une colonie française depuis la fin du XVIIe siècle, et donc il y a déjà dans ce territoire une riche tradition de résistance des esclaves. C'est une tradition qu'on associe à une figure particulière qui s'appelait François Mackandal, qui était un esclave rebelle qui a vécu vers le milieu du XVIIIe siècle. Et le mackandalisme est l'une des sources intellectuelles de la pensée politique de Toussaint Louverture. Donc voilà, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est de tracer un portrait beaucoup plus compréhensif de la pensée politique et intellectuelle de Toussaint Louverture. Alors, la fraternité est un concept absolument primordial pour Toussaint Louverture et il l'entend de deux manières complémentaires. La première interprétation de la fraternité pour lui, c'est la fraternité entre les gens du peuple noir. C'est-à-dire que ce qu'il aspire à faire, et c'est une constante dans sa pensée et dans son action politique à partir de 1791, c'est d'unifier et d'instaurer une cohésion politique au peuple noir. Il faut savoir que à la fin du XVIIIe siècle à Saint-Domingue, il y avait environ 500 000 hommes et femmes noirs, donc anciens esclaves qui s'émancipent à partir de 1793 et 1794. Mais il faut savoir qu'une majorité de ces 500 000 hommes et femmes ne sont pas nés à Saint-Domingue. Ils sont nés en Afrique et ils ont été transportés de force par les esclavagistes dans la colonie antillaise. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont aucune attache réelle à ce territoire. D'ailleurs, ils parlent des langues différentes, ils ont des religions, des cultures très différentes. Donc, en fait, tout les sépare. Et la première obsession de Toussaint Louverture, c'est à partir de ces différences, de créer une union, une unité, un peuple. Et c'est ce qu'il arrive à faire de manière remarquable, et on le constate, même à la fin du XVIIIe siècle, à la fin des années 1790, Toussaint Louverture a créé un peuple noir à Saint-Domingue. Un peuple noir, j'entends non pas dans le sens disons, ethnique ou sociologique, mais dans le sens politique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se perçoivent eux-mêmes comme un peuple et qui sont unifiés par une ambition politique. Donc ça, c'est la première notion de fraternité. Et tout ça rappelle constamment au peuple noir de Saint-Domingue qu'ils doivent rester unis et fraternels. Donc la fraternité, ça fait partie de son langage et il l'utilise donc pour créer cette unité. Mais en même temps, ce qui est remarquable chez Toussaint, c'est que la fraternité est aussi un concept qui s'applique à tous les groupes ethniques de la colonie de Saint-Domingue. Donc, lorsqu'on réfléchit à sa vision pour l'avenir de la colonie, ce qui est toujours frappant chez lui, c'est qu'il veut instaurer une communauté politique où les différentes composantes de la colonie, c'est-à-dire les Blancs, les gens de couleur et les Noirs, peuvent vivre ensemble sur un même pied d'égalité et de fraternité. Donc la fraternité, c'est aussi l'harmonie, la concorde entre les différentes communautés. Donc ce sont ces deux éléments qui se complémentent et qui font de la pensée de Toussaint Louverture une pensée très riche.
La révolution de Saint-Domingue est en effet une révolution qui permet de mettre en évidence certaines limites de la Révolution française. Et la limite, justement, la plus importante, c'est celle qui tourne autour de la fraternité et de l'abolition de l'esclavage. Parce que la Révolution française, elle est magnifique dans son désir d'égalité et de fraternité, et elle va jusqu'à abolir l'esclavage en 1794. Malheureusement, cet abolitionnisme est contesté presque immédiatement par ce qu'on appelle à l'époque le lobby colonial. Et pendant la deuxième moitié des années 1790, le mouvement général parmi les élites républicaines, c'est un mouvement général qui devient de plus en plus conservateur, de plus en plus réactionnaire sur cette question. Et c'est ce mouvement social et économique qui va être l'une des sources du pouvoir napoléonien après 1799, et c'est ce mouvement social et économique, ce lobby colonial, qui va entre autres inspirer la démarche de Napoléon Bonaparte, qui va rétablir l'esclavage à partir de 1802. Donc, entre la révolution de Saint-Domingue et la révolution française, il y a hélas une contradiction qui se révèle. Et cette contradiction-là, c'est cette contradiction qui tourne autour de l'esclavage. Pour Toussaint Louverture et pour les élites de Saint-Domingue, il faut absolument, non pas seulement abolir l'esclavage, mais maintenir cette abolition. Et pour eux, il n'est pas question que la France revienne sur cet acquis de la Révolution française. Malheureusement pour l'histoire et malheureusement pour la France, les élites révolutionnaires ont en majorité décidé de revenir sur cet acquis et d'essayer de réimposer l'esclavage à Saint-Domingue. Et la conséquence a été terrible pour la France parce que Napoléon a envoyé son armée pour reconquérir Saint-Domingue, et cette armée a été défaite et vaincue. Et en 1804, nous avons eu l'indépendance de Haïti, le premier État noir post-colonial du monde. Oui, Toussaint est controversé. Il est controversé parce qu'il entend maintenir des relations privilégiées avec les colons blancs, et c'est une position qui ne fait pas l'unanimité parmi les révolutionnaires noirs. Et je pense que pour comprendre la pensée de Toussaint Louverture sur cette question et aussi sur la question des plantations sur laquelle je vais revenir, il faut simplement garder en tête une chose, c'est que Toussaint Louverture était très conscient de la fragilité de la révolution à Saint-Domingue. Il faut savoir que après 4 ans de révolte entre 1791 et 1795, l'économie de Saint-Domingue était complètement fragmentée. La production de sucre, par exemple, avait presque complètement chuté, complètement disparu. Donc, il fallait rebâtir cette économie. Et c'est ce que Toussaint non seulement cherche à faire, mais arrive à faire entre 1795 et 1800. Alors, comment le faire? C'est là que se pose la question à la fois tactique et stratégique. Et pour rebâtir cette économie, qui pour Toussaint était justement une condition sine qua non pour garantir le succès et la continuité de la révolution de Saint-Domingue, il fallait s'appuyer sur les anciennes élites. Et c'est ce que fait Toussaint. Donc, il favorise par sa politique le maintien des grandes plantations. Et il a d'ailleurs une politique très généreuse de pardon qui permet à certains anciens possédants d'esclaves, il faut dire les choses comme elles sont, ceux qui avaient fui la colonie au début des années 1790, il permet à ces gens-là de revenir. Et bien entendu, c'est une position qui n'est pas partagée par tout le monde, mais pour Toussaint, c'est une question de réalisme. Parce qu'il ne pensait pas, et je pense qu'il avait raison sur ce point, que les élites noires avaient la capacité de gérer ces plantations eux-mêmes. D'où aussi sa politique agraire, où il tente de maintenir
par la coercion, il faut le dire, les travailleurs agricoles sur les plantations. Ce n'est pas une mesure populaire et beaucoup de travailleurs agricoles n'aiment pas du tout le fait qu'on réimpose un système de travail qu'on pourrait presque qualifier de travail forcé, encore que évidemment, les travailleurs agricoles sont rémunérés. Il ne s'agit pas du tout d'un retour à l'esclavage, comme on a parfois dit. Mais c'est un régime dur. C'est un régime dur. Mais pour tout ça, et ce que j'essaie d'argumenter dans le livre, c'est que Toussaint réfléchit ici en révolutionnaire. C'est-à-dire que ce qui l'anime fondamentalement, c'est la question de la survie de la révolution. Et il pense que cette révolution ne pourrait pas se maintenir, ne pourrait pas survivre si l'économie de Saint-Domingue s'effondrait. Donc c'est ce que dicte sa politique sur cette question. Et bien entendu, elle reste une politique controversée, mais je pense que Toussaint avait des raisons très, très importantes, très stratégiques de faire ce qu'il avait fait. Alors, la postérité de Toussaint Louverture, elle est remarquable et je consacre en fait 2 chapitres du livre à parler de la manière dont il a inspiré à la fois tous ceux qui ont combattu l'esclavage au XIXe siècle, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ou aussi dans les colonies espagnoles. Donc, il y a une véritable légende de Toussaint Louverture et de la révolution haïtienne. Il est célébré comme un grand libérateur et un grand émancipateur, et cela continue au XXe siècle avec la lutte des peuples qui sont sous le joug colonial, et nous avons des grandes figures de la tradition anticoloniale, des gens comme Aimé Césaire, qui s'inspirent de l'action de Toussaint Louverture. Donc, c'est une figure remarquable dans cette tradition-là. Quelle place occupe-t-il dans la mémoire nationale française aujourd'hui? D'abord, je dirais que ce sont des questions qu'il faut discuter sereinement et sans tomber dans la polémique. Il me semble important et juste qu'on ait réintégré Toussaint Louverture dans la mémoire nationale. Et par exemple, il y a une plaque qui a été inaugurée en son honneur au Panthéon à la fin du XXe siècle. Et ce n'est que justice après qu'il ait été kidnappé par Napoléon et assassiné dans une cellule au fort de Joux. Donc, cette réintégration de Toussaint Louverture dans la mémoire nationale est un fait et cette réintégration continue. D'ailleurs, le président Macron, lorsqu'il a fait son discours aux Invalides le 5 mai pour commémorer le bicentenaire de Napoléon, a mentionné Toussaint Louverture et l'abbé Grégoire comme des figures qui ont maintenu l'héritage, le vrai héritage républicain à cette période. Donc, je pense que la présence de Toussaint Louverture dans la mémoire nationale est acquise et c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Je dirais qu'il y a encore quand même un peu de travail à faire et je salue ici le travail que font certaines associations, notamment la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, dirigée par l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui note que malheureusement, par exemple, l'enseignement de l'histoire coloniale et surtout l'histoire de l'esclavage dans les lycées métropolitains a reculé depuis les 20 dernières années, depuis le passage de la loi Taubira, et la Fondation exprime le souhait que je partage, qu'on puisse faire une place peut-être un peu plus importante à cette histoire, parce que c'est une histoire qui est non seulement importante du point de vue du passé, mais une histoire qui continue à compter pour le présent. Donc, j'espère que les autorités nationales pourront faire un petit effort supplémentaire pour que les générations qui viennent soient plus de connaissances sur cette figure magnifique qu'a été Toussaint Louverture.